Donc, je me présente, Christophe Maugendre, donc, direction régionale de l'OFB en Normandie. Et donc, je suis ingénieur appui technique et un peu plus spécialisé. Je suis les opérations de restauration de continuité écologique sur l'ensemble du territoire. Donc, on m'a demandé de répondre à une question: comment prendre en compte la restauration de la continuité écologique en zone littorale et quelles difficultés? Et je vous avoue que quand j'ai vu la question, je me suis inquiété. Je me suis dit comment je vais faire pour leur répondre à cette question-là. Parce que les difficultés, en fait, je pourrais vous en parler des heures. Par contre, les solutions réelles, c'est un peu plus compliqué. Donc, en fait, là, vous voyez deux contextes très différents, pourtant qui sont à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre. Avec, en bas à droite, vous avez l'exutoire de la Brelle, on en a parlé hier, avec un port, donc une activité économique, et une zone à gauche qui peut paraître un peu plus naturelle, un peu plus sauvage, on va dire, et les difficultés sont les mêmes, ou quasiment les mêmes. Donc en fait, tout ça pour dire quoi? C'est qu'il n'y a pas une réponse unique à cette problématique de prise en compte de la restauration de la continuité écologique. On a une somme de réponses à apporter et des réponses différenciées à apporter en fonction des contextes locaux, des activités et autres, je vais y revenir. Et donc je vous ai fait un petit focus sur la Normandie. On a dans nos bases de données nationales actuellement 64 ouvrages qui bloquent totalement ou partiellement la marée dynamique. Alors, ils ne constituent pas tous des obstacles à la continuité piscicole. Allez, il y en a 60 quand même qui constituent un obstacle sur 64. Et donc, dans cette base qui n'est pas exhaustive, il y a l'Ouest Cotentin où il nous manque quelques données. Vous avez un panel d'ouvrages différents. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. En haut à droite, une particularité avec les épibuses de la Seine-Maritime. Donc, c'est des épis dans lesquels passent les cours d'eau pour passer généralement des routes et des cordons de galets. Vous avez au milieu un vannage qui conditionne l'alimentation, enfin la ligne d'eau du port de Caen, des portes à flot que vous voyez ouvertes ou fermées selon la photo, et des seuils d'anciens moulins généralement qui se situent en fond d'estuaire pour la plupart. Et donc en fonction de ces contextes, on va avoir des réponses dissociées et différenciées par rapport à ça. Par contre, on a un certain nombre de facteurs de réussite qui tendent à faire qu'on peut répondre quand même à la problématique. Donc après ce petit bilan rapide, un peu pessimiste, il y a quand même de nombreuses avancées sur ces 64 ouvrages. Globalement, il y en a 50% qui sont traités ou en cours de traitement. Quand je dis en cours de traitement, c'est pas on est allé voir les gens puis on a discuté 2 minutes. Non, c'est qu'il y a des études de faisabilité, des maîtrises d'œuvre ou des travaux en cours. Donc vous voyez un certain nombre d'opérations avec en haut à droite un ouvrage, une grosse passe à poisson sur le premier ouvrage sur la Seine. Vous avez au milieu l'ouvrage de la Brelle et d'autres dispositifs. Et vous voyez que de temps en temps, l'ouvrage, parce que c'est un ouvrage, en bas à gauche de la photo, on est capable de restaurer aussi des milieux estuariens et donc d'aller plus loin et traiter la problématique de restauration d'habitat et pas exclusivement la problématique de continuité piscicole. Donc tout ça pour vous dire que, en gros, on est capable d'apporter des réponses techniques à quasiment tous les contextes et toutes les situations, mais il y a des difficultés que je partagerai avec vous tout à l'heure. Donc pour finir là-dessus, sur ces 64 ouvrages qui ont été recensés, en gros, on en a 50%, comme je vous ai dit, qui sont traités ou en cours de traitement, 30% qui sont franchissables par les grands salmos, et si on prend l'ensemble des espèces cibles en Normandie, parce que par exemple l'anguille, la lauze et autres, on descend tout de suite à 20% d'ouvrages dits conformes. Les solutions, comme je vous ai dit, sont multiples, mais globalement, elles sont là pour quoi? Pour répondre aux obligations réglementaires, pour permettre une plage de franchissabilité optimale. Alors, c'est jamais complet, il faut être clair, surtout en estuaire. Par contre, on tend vers un optimum écologique. Et puis, comme je viens de le dire tout à l'heure pour l'exemple de la photo, c'est dans la mesure du possible, on essaye de faire rentrer de l'eau de mer dans les basses vallées. On a un certain nombre de cours d'eau et de basses vallées qui sont totalement barrés, avec des ouvrages, comme vous pouvez voir sur la photo. Là, c'est pareil, c'est un épibuse. Donc avec une route et un cordon de galets qui sont traversés par cet épibuse. Et donc l'idée, c'est de pouvoir réouvrir ces basses vallées pour en plus restaurer les habitats estuariens et d'aller plus loin dans la restauration des milieux.
ce qui va être aussi intéressant pour d'autres espèces comme les anguilles en migration portée lorsqu'ils arrivent sur le littoral. Et puis tout ça, ça peut se faire exclusivement, et là je vais être très clair, je suis de l'OFB, mais je vais me permettre de le dire, s'il y a des porteurs de projets locaux qui sont motivés, moteurs. C'est-à-dire que, alors je vais être méchant, mais en tant que service de l'État ou établissement public, même si on peut aider, si on peut pousser, s'il n'y a pas des relais locaux et des gens qui sont moteurs pour faire avancer les projets, on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est primordial. On peut parler du foncier, on peut parler des financements, mais effectivement, les porteurs de projets locaux, c'est un chaînon essentiel dans cette démarche. Bon, je ne vais pas y revenir, mais effectivement, on a un certain nombre d'autres espèces cibles à prendre en compte en Normandie. Et puis, ce qui est important, c'est prendre en compte l'ensemble des enjeux du territoire. Donc, on cite le patrimoine naturel existant, parce qu'effectivement, quand vous faites revenir de l'eau de mer dans une basse vallée, vous allez modifier le contexte global de cette basse vallée. Et puis, il y a un certain nombre d'autres enjeux qui sont primordiaux de la même façon. La protection des biens et des personnes, les usages, les activités économiques, agricoles, touristiques, et puis de temps en temps des enjeux de patrimoine historique ou archéologique. Donc c'est vraiment une approche globale à avoir sur les interfaces terre-mer qui va permettre de limiter les difficultés. Des difficultés d'acceptabilité locale. Effectivement, si les élus ou les citoyens ne sont pas convaincus, vous n'y arriverez pas. Donc là, c'est vraiment très important. Des difficultés de dimensionnement technique. Je vous ai dit qu'il y avait un panel de solutions techniques qui s'offrait à nous. Par contre, la petite difficulté sur l'espace, l'interface terre-mer, c'est qu'on doit rendre franchissables les ouvrages, mais également attractifs. Et bien souvent, ces petites photos que vous voyez en bas, là, c'est le cas d'un épibuse. C'est que lorsque l'ouvrage est attractif, il n'est pas franchissable parce que l'hydraulique à l'intérieur de l'ouvrage ne le permet pas. Et à l'inverse, quand il devient franchissable, il n'est plus attractif parce que l'ouvrage est noyé. Donc c'est vraiment important d'avoir ces approches différenciées, mais qui permettent d'avoir un aménagement qui soit fonctionnel sur une large gamme, comme je l'ai écrit, de débit et de marée. Et puis, dernier point sur lequel je voulais insister, c'est bien beau d'avoir, là je vous ai mis quelques photos et vous avez plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été dépensés pour ces ouvrages-là. Mais quand on arrive, nous, au OFB, en phase contrôle et qu'on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, c'est quand même dommage. Donc la gestion et l'entretien de ces ouvrages sont indispensables. Et là, je refais un petit focus sur l'anguille, mais vous voyez là où on voit une petite anguille passer dans une brosse, quand on est arrivé sur ce site-là, et la brosse n'était pas alimentée en eau. Donc, effectivement, ça ne fonctionnait pas. C'était pour la photo que vous avez remis un peu d'eau et... C'est exactement ça. Mais vous avez laissé l'eau après? On a laissé l'eau après. Merci. Donc, effectivement, on a un besoin de gestion et d'entretien indispensable. Et je m'arrêterai après là-dessus, mais vous voyez, pareil, l'aménagement en bas à droite, c'est également sur la Brelle, un aménagement qui date depuis le début des années 90. Et il y a 2 vannes qui doivent réguler l'attrait et donc la franchissabilité des truites de mer, en particulier vers la Brelle. Et ces vannes-là, depuis 1991, elles ont dû fonctionner 6 mois. Donc là, normalement, elles vont être remises en route cet été. Mais pour vous dire que c'est vraiment la gestion et l'entretien doivent être pris en compte aussi dans la définition du projet. Je vous remercie, je finis juste là-dessus. Vous allez dire pourquoi il nous a mis un aménagement en continental. Et en fait, c'est un aménagement à l'interface terre-mer en fond d'estuaire. Et à fort coefficient de marée, en fait, la marée remonte jusqu'à la moitié de l'aménagement. Là, c'est vue marée basse. Voilà, je vous remercie. Moi, je travaille à Morlaix Communauté. Je suis responsable du service mer et littoral. Et effectivement, je donnais un peu une sorte de miroir dans une démarche concrète qu'on mène actuellement, mais depuis longtemps, avec les difficultés qu'on peut être confronté en tant que maître d'ouvrage pour justement améliorer la continuité écologique sur site de sites qui ont quand même des particularités. Et on verra qu'on a des solutions et parfois quand même des difficultés, malgré la bonne volonté de tout le monde, à avancer. Juste pour situer, le port de Morlaix, il situe vraiment l'interface entre la terre et la mer. Il est en fond d'estuaire, sur la rivière de Morlaix. Il a l'interface avec un bassin versant de près de 200 km² à l'amont, dont celui du Queufleude que vous avez vu ce matin en zone orange comme bassin problématique, notamment pour les saumons. Donc on a un enjeu local fort identifié, mais également celui du Jarlot, et avec des obligations de continuité sur les espèces saumon atlantique, lamproie, anguille. Donc nous, c'est sur l'ensemble de ces volets-là qu'on avance.
Et à l'aval du site, en mer, on a un site Natura 2000 en mer, sur lequel nous sommes animateurs du site, en lien avec l'OFB. Marie Baron en parlera peut-être après. Et donc la question de la continuité écologique au niveau du port de Morlaix, c'est pas une contrainte d'aménagement portuaire. C'est un enjeu qui est à la croisée de nombreuses politiques locales qui forment une ambition locale en matière d'aménagement de bassins versants, d'adaptation de nos équipements portuaires et de liens intermères avec les actions qu'on pourrait mener en mer aussi, puisque ces espèces-là sont des espèces cibles du site Natura 2000 en mer. Donc nous, on essaie, en agissant sur le port de Morlaix, de répondre à un enjeu global sur nos politiques à ce titre. Et le port de Morlaix, lui, dans sa situation de fond d'estuaire, effectivement, il a des particularités qui le rendent assez complexe en termes d'intervention. Vous voyez sur l'image de gauche qu'on a à la fois un barrage perpendiculaire au flot, mais également une écluse. En fait, cet ouvrage-là, il existe depuis le mi-19e siècle, hein, donc ce n'est pas un ouvrage nouveau. Sur le territoire, vu sa position et son dimensionnement, on peut effectivement s'interroger sur le barrage qu'il peut représenter pour ces espèces. Et donc la question de la continuité écologique, elle est évidemment posée. Mais Morlaix Communauté est également autorité portuaire. Nous assumons la responsabilité de ce site. Et à ce titre-là, nous participons à la sécurité de la navigation. Le bon fonctionnement de l'ouvrage hydraulique et de l'écluse participe à la sécurité des usagers. Et c'est une obligation pour Morlaix Communauté. Les vannes de fond qui sont installées dans le barrage permettent l'évacuation des crues. Vous savez que Morlaix revient régulièrement dans l'actualité pour des problématiques inondations. Donc l'entretien et le bon fonctionnement de cet ouvrage-là est également à prendre en compte dans nos politiques d'aménagement. Et le barrage lui-même, de fait de son dimensionnement, vous voyez sur la droite une vue depuis l'aval à marée basse, on a quand même un ouvrage d'une certaine ampleur, est classé au titre de la sécurité publique. C'est un barrage de classe C qui entraîne des obligations à Morlaix Communauté en matière de stabilité et de garantie d'exploitation. Voilà. Et enfin, évidemment, qui dit ouvrage mi-19e siècle, dit valeur patrimoniale, dit attachement local, dit périmètre protégé, et dit donc particularité d'intervention d'un point de vue architectural. Donc notre réflexion à nous, c'est d'arriver en matière de continuité écologique à conjuguer l'ensemble de ces enjeux, et ce n'est pas toujours évident, et ça nécessite une certaine pratique du compromis, et d'où le portage de notre réflexion, puisque depuis 2010, nous nous sommes attachés à réfléchir sur le rôle de cet ouvrage-là en matière de continuité écologique. On commence à travailler sur un ouvrage très ambitieux pour faire passer les poissons migrateurs, mais également les sédiments. Ça n'a pas fonctionné du fait de coûts très importants. Nous travaillons aujourd'hui de manière beaucoup plus concrète sur l'évaluation du rôle de ce barrage en matière de continuité écologique et les solutions qu'on peut mettre en œuvre en partenariat avec Bretagne Grand Migrateur, la Fédération de pêche du Finistère, la APPMA de Morlaix, l'OFB, la DDTM du Finistère, pour essayer de trouver justement une solution qui permette de répondre à l'ensemble des sujets. Vous avez évoqué des coûts très importants. C'est un chantier de quel ordre ? Alors, ce chantier-là, je le viendrai à la fin. Le chantier qui était abandonné aboutissait à l'ordre de 15 millions d'euros. Voilà. En fait, c'est un chantier qui consistait à créer un canal au sein du bassin à flot pour que la rivière contourne le port. Si vous voulez. Donc, on aurait eu une continuité piscicole et sédimentaire permanente. D'un point de vue réglementaire, c'était parfait. D'un point de vue financier, nos partenaires... Ça peut blesser là aussi, oui. Voilà. Donc, on est revenu sur quelque chose de plus affiné. Donc la réflexion qu'on mène actuellement, c'est bien évaluer concrètement l'ouvrage tel qu'il est aujourd'hui et essayer de travailler uniquement sur la continuité piscicole pour les 3 espèces cibles. Et les premières difficultés auxquelles on a eu affaire, c'est les difficultés en matière de diagnostic. C'est-à-dire que cet ouvrage complexe, chacun en avait son idée. Vous avez là un petit schéma du fonctionnement de l'ouvrage. Il y a des vannes de fond qui permettent l'évacuation des crues. Il y a des surverses en hauteur qui permettent l'évacuation des trop hautes eaux. À l'aval, entre la marée basse et la marée haute, les niveaux changent constamment. Et à l'amont, selon l'été ou l'hiver, on ne gère pas le niveau au même moment. Donc, pour arriver à comprendre quelles sont les situations de franchissement et quel est le rôle de l'exploitant dans cette on a mené un gros travail préalable, collectif, pour que chacun s'approprie l'ouvrage et déconstruise un peu les perceptions que chacun en avait au niveau local. Le deuxième point qu'il a fallu mettre en cause, c'est la question de l'influence de l'exploitation de l'ouvrage. C'est une écluse, on a une équipe de 3 éclusiers qui ouvrent les écluses régulièrement, et c'est comment est-ce qu'on pouvait intégrer dans la réflexion sur la continuité l'exploitation actuelle de l'ouvrage en termes de capacité de continuité. Et ça a mené à des vrais débats, puisque la question de la nécessité d'une exploitation était posée par les services de l'État.
Troisième domaine d'interrogation, c'est la question des données piscicoles. J'entendais tout à l'heure, on manque de connaissances, je confirme, je confirme. Et effectivement, moi en tant que maître d'ouvrage plutôt portuaire, je m'entoure après avec notre chargé de mission Natura 2000 et nos techniciens rivières. En termes de connaissances, on a été très surpris sur la difficulté à disposer de connaissances fiables sur les temps de passage des différentes espèces, les saisonnalités, leur comportement face à la marée, est-ce qu'ils remontent en début de flot, est-ce qu'ils restent pendant le jusant, voilà. Comment est-ce que du coup, à quel moment est-ce qu'on doit être prêt finalement à accueillir les espèces? Et d'autre part, autre difficulté de diagnostic, c'est sur l'analyse de l'impact de l'ouvrage. On nous a conseillé de partir sur des analyses normalisées de type ICE, ce qui s'est avéré très compliqué, puisque le résultat des analyses disent l'ouvrage est infranchissable si on ne prend que le barrage. Sauf que quand on regarde les données bassin versant, on a effectivement une problématique de recrutement juvénile de saumon sur le queue-flûte, mais pour autant, par exemple, les populations d'anguilles sont considérées comme cohérentes avec ce qui est normalement attendu par rapport au milieu. Donc avec des interrogations finalement sur notre capacité à interpréter ces données et donc forcément des difficultés de prise de décision qui en résultaient. Et l'autre volet qui nous a posé des difficultés, c'est plutôt la question des objectifs. C'est-à-dire que si on part du principe que l'ouvrage peut potentiellement être un impact et qu'au regard de cette situation sur le bassin versant, il faut de toute façon se donner les moyens d'agir, quelle que soit la qualité de l'analyse en matière de difficultés que l'ouvrage peut poser, il fallait intégrer les questions de la marée et surtout le fait qu'aujourd'hui la réglementation ne pose pas d'objectifs formalisés. Donc nous ne sachons pas exactement quel était l'impact réel de l'ouvrage, collectivement on s'interrogeait, on a essayé de se raccrocher à ce qui se faisait en rivière, les fameux 80% du temps pendant lesquels l'ouvrage doit être franchissable. Mais alors on parle de quoi quand on parle de 80% sur un ouvrage qui, pendant 30% du temps, n'est pas soumis à la marée? C'est marée basse, il n'y a pas d'eau. Est-ce que, bon, ça nous paraissait peu pertinent, on s'est dit on va peut-être prendre l'approche par cycle de marée, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de marées où l'ouvrage est franchissable, mais ça ne donne pas de notion de temps, ça donne une notion de répétition, pour autant est-ce que le temps est suffisant? Ça interrogeait. Et donc finalement on a développé, nous-mêmes, enfin, avec le bureau d'études qui nous accompagne, Symbioscope sur le sujet, un outil spécifique au port où on a mis au regard les hauteurs atteintes par les marées, les coefficients de marée, pour calculer pour chaque binôme, enfin coefficient de marée hauteur, le temps de franchissement possible selon des cotes. Voilà. Ça permet de nous dire par exemple que si on arrivait à poser un franchissement à 7 mètres côte marine pour toutes les espèces, ce franchissement serait effectif 80% des marées. Ça veut dire que pendant 20% des jours de l'année, il n'y avait pas de franchissement. À contrario, si on calait un objectif à 5,50 mètres côte marine, on arrivait à 100% des marées. Et donc là, on pouvait répondre à un franchissement assuré 2 fois par jour, à chaque fois que la marée intervenait. Donc cette définition d'un outil, finalement, elle s'est portée sur nous. En ayant l'absence d'objectif, forcément, ça conduit à des négociations, ce qui n'est pas toujours évident du point de vue du maître d'ouvrage pour répondre à un objectif réglementaire. Voilà un peu le type de difficultés on a pu être confronté en matière de données, de diagnostic, d'interprétation et puis en matière d'objectifs à atteindre. Pour autant, il faut quand même positiver le sujet puisque le dernier comité de pilotage qui s'est tenu il y a une quinzaine de jours a acté quand même le principe d'aller vers l'aménagement le plus ambitieux qui pouvait être imaginé sur le site. Pas tant pour des raisons de fiabilité des données, mais finalement parce que la différence de coût entre les différents scénarios était relativement légère et que l'intervention publique, notamment de l'Agence de l'eau et d'autres partenaires, peuvent pallier cette situation. Et puis parce que nous avons réussi à dépasser les interrogations en matière de stabilité et qu'un ouvrage ambitieux, a priori, sera compatible avec les autres enjeux de sécurité publique qui nous concernent et que nous devrons respecter pendant toutes les phases de conception à venir. Et donc je ressors ma calculatrice, vous êtes passé de 15 millions d'euros à... En première estimation, nous sommes entre 800 000 et 1 million d'euros. D'accord. C'est ce qui vaut quand même le coup de réfléchir un petit peu. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de bras qui se lèvent. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de négociation, de dialogue, de tous les deux. Quel type de compromis sont acceptables et quel type de compromis ne le sont pas? Peut-être on peut parler de manière extrêmement pratique de ce qui s'est passé. Non, mais manière très pratique. D'une part, la démarche n'est pas achevée, mais je crois que le compromis il est acceptable quand la raison du compromis est comprise. C'est-à-dire que le compromis, par exemple, sur l'exemple de Morlaix,
il devient acceptable d'engager un aménagement ambitieux, même si on s'interroge, si finalement peut-être que l'écluse suffira à faire passer. Si on écarte un peu certaines interrogations, le compromis demeure acceptable dès lors que, par exemple, on considère que l'ambition l'emporte, que le caractère symbolique de l'ouvrage et de la position de l'ouvrage l'emporte en termes de politique publique. Mais ce qui fait la force du compromis, c'est que justement, on n'est pas uniquement sur un aménagement portuaire. On est à la croisée de différentes politiques portées par l'établissement public. Le sujet sera très différent d'une collectivité à l'autre. D'accord. Et pour vous, Christophe Rojambe, j'ai une question sur la complexité des dépasses à poissons. Alors, on voit que ce n'est pas vraiment des ronds-points. Est-ce qu'il y a différentes études qui ont tenté d'évaluer l'efficacité de ces dispositifs? Je sais qu'il y en a eu faites par l'Agence de l'eau Seine-Normandie sur le bassin Seine-Normandie. Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont encore financés et qui n'ont aucun intérêt? Ou est-ce que ça y est, on a tiré les leçons du passé et on essaye maintenant de faire des aménagements qui fonctionnent? Non, alors, globalement, on fait des aménagements qui fonctionnent, sinon on ne les fait pas. Après, l'étude de l'Agence de l'eau dont vous faites référence, en fait, avait pour objet en particulier de voir l'impact du non-entretien, et on va le dire autrement, l'impact de l'entretien sur les aménagements. Ils se sont rendus compte qu'après un certain nombre d'années, il y avait 75%, je crois, de tête des passes qui ne fonctionnaient plus par manque d'entretien. Donc ça, c'est une première chose. Effectivement, c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le fait de gestion et d'entretien qui sont indispensables et qui sont un coût aussi par rapport à un maître d'ouvrage potentiel qui n'est pas à négliger. Ensuite, par rapport à l'efficacité, effectivement, une passe... on a des pôles scientifiques qui étudient ça régulièrement, hein, mais une passe en milieu continental, quand on a 80% de la population qui passe, on est très content, très très content. Là, la difficulté, comme je disais tout à l'heure, et comme ça a été bien dit dans l'exemple de Morlaix, c'est qu'on a le niveau aval qui fluctue, des fois très fortement, et donc en termes d'attractivité et de dynamique dans la passe, on va avoir des choses très différentes. Donc effectivement, ça rajoute une complexité. Ce qui rajoute une complexité aussi, c'est lorsqu'on a des organes, comme je montrais sur la brelle, de vannes qui sont soumises à la marée, on a un problème de corrosion et autres. Donc en termes d'efficacité, on ne sait pas bien l'estimer en fait. On a le pôle MIAM qui fait des suivis sur la brelle, mais alors là, on va équiper un peu mieux l'ouvrage aval, donc j'espère qu'on aura un peu plus d'éléments, mais on ne sait pas ce qui reste dans le peur, par exemple, de la brelle, du trépeur, et ce qui monte réellement. Là, on a eu un petit problème de gestion de la passe l'année dernière qui nous a conduit à voir qu'effectivement, c'était indispensable, mais l'efficacité réelle, en pourcentage, je ne peux pas vous dire.